Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de Madame Francine Nsimbi Bansé. Elle est architecte. Avec Madame Francine, nous allons devoir parler de l'architecture. Et je rappelle que Madame Francine Bansé est la deuxième vice-présidente élue du premier Conseil national de l'Ordre des architectes. Et puis, elle est architecte à l'Agence congolaise des grands travaux à CGT, en sigle dans la direction des études et développement, section génie urbain et architecture. Madame Francine, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Très ravi de vous avoir sur mon plateau. Merci. L'actuelle patronne de la MONUSCO, la Guinéenne Bintou Keïta, a été rencontrée le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, en vue de cogiter sur les mécanismes essentiels à mettre en place par le gouvernement congolais et les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour l'organisation des élections en décembre 2023. De ce fait, les deux personnalités ont convergé pour reconnaître que les scrutins restent la seule voie pour consolider la démocratie ici en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale est sollicité avec diligence par le gouverneur du Sud Kivu, Théongwe Bijé Kassi, pour ce qui est de la sécurité très fragile dans cette partie de la République. Ainsi, l'exécutif provincial du Sud Kivu veut voir que ces sessions parlementaires se penchent sur cette question pour plus de prise en compte dans l'optique de rétablir l'autorité de l'État. Le gouverneur du Sud Kivu est interrogé par Rosette Nzinga. Le Sud Kivu fait partie des provinces où les questions sécuritaires, les problèmes de paix se posent avec acuité. Et ça a été l'objet principal des discussions que nous avons eues et des échanges fructueux avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est une préoccupation pour nos populations de l'Est et j'ai sollicité l'intervention de l'honorable président pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Déjà, avec l'avènement de l'Union sacrée, l'implication du chef de l'État qui veut que la paix revienne à l'Est. Et nous avons trouvé une oreille très attentive du président de l'Assemblée nationale qui nous a rassurés qu'à son niveau, il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée et que finalement le peuple du Sud Kivu, le peuple de l'Est, puisse retrouver et filmer les calimats de la paix. Ngouabidje, c'est un simple serviteur et qui a rencontré aussi une autorité qui a une longue expérience. L'honorable Mbosso n'est plus à présenter. Je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement important pour le pays. Et vous avez vu les réformes et les résultats qu'on a obtenus au niveau national puisqu'on avait un homme extraordinaire. L'honorable Vital Mouini, qui est un fils du Sud Kivu, lui aussi qui connaît la situation. Donc les questions de paix, les questions de développement aussi ça a été abordé. Et les questions de gouvernance au niveau de la province, l'appui et surtout la stabilité des institutions provinciales, toutes ces questions ont été abordées et nous sortons très satisfaits. Et nous allons continuer à appliquer ce qui nous a recommandé l'honorable président de l'Assemblée. Les avis restent partagés quant à la décision du gouvernement congolais de postposer l'opération de vaccination contre la Covid-19 avec le produit AstraZeneca qui n'a pas pu démarrer le 15 mars dernier. Cependant, ceux qui estiment que l'autorité aura été lucide à ce sujet sont plus nombreux. Quelques réactions ont été recueillies par Déborah Bisseka sur les images de VR Bata. Nous savons depuis un certain temps, il y a eu la pandémie dite Covid-19. Et de par des recherches scientifiques, il s'est avéré que les médecins, les laboratoires, ils ont eu à accomplir un accord, ils ont trouvé des vaccins. Et il s'est fait que dans d'autres États, ils ont eu à accorder à ce que la population puisse avoir des vaccins. Mais il s'est fait que ce qui a été choisi pour la République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique, par l'entremise du ministre de la Santé publique et les chercheurs scientifiques de la RDC, ils ont estimé que donner une dose de ces vaccins-là aux Congolais pourrait peut-être causer des conséquences. Et pour cela, ils ont dit surseoir un peu la mise en application de ces vaccins. L'évolution de ces vaccins-là à l'étranger, déjà, ça pose beaucoup de problèmes.
Et ici, nous sommes déjà méfiants. Dès le départ, c'était déjà douteux. Et maintenant, là, nous voyons des conséquences à l'étranger. Ça nous met déjà à une réticence. Donc, on n'a pas cette envie-là d'être vacciné parce que nous voyons déjà des conséquences néfastes qui se passent dans les pays étrangers. Et nous, ici, on ne peut pas vouloir que les mêmes conséquences qui frappent ailleurs, que ça nous frappe aussi. Parce que ça fait des coagulations, ça cause des morts, ceci, cela, et la population ne veut plus de ces vaccins-là. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas être vaccinés parce que nous voyons déjà à l'étranger, ça cause beaucoup de dégâts. Ici, c'est pas normal. Si c'était un bon vaccin, on allait accepter. Mais comme c'est un vaccin douteux, c'est pour cela que nous aussi, la population, voyant ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger, nous ne voulons pas. Le gouvernement sortant de Sylvestre Ilukamba a confirmé le début des opérations d'examen du lot du vaccin AstraZeneca réceptionné par le gouvernement de la République. La dernière réunion de lutte contre le coronavirus se veut rassurant quant à l'efficacité ou non de ce vaccin. Le quitus pour une telle opération nécessite des garde-fous sérieux. Commentaire de Jean Pinjoti. Cette réunion d'urgence a confirmé l'entame du travail par les experts de l'UNRB. Objectif, déterminer la conformité ou non du vaccin AstraZeneca pour lequel la République démocratique du Congo a réceptionné 1 700 000 doses. D'autres scientifiques congolais vont se joindre aux experts de l'UNRB quant à ce et pour plus d'efficacité. Étant donné des informations qui nous sont parvenues à ce stade, sur certains incidents qui sont arrivés dans certains pays qui ont décidé de suspendre l'administration des vaccins. Chez nous aussi, notre comité multisectoriel a pris des mesures pour appuyer ce que le ministère de la Santé avait déjà communiqué, des sursoirs au lancement de la campagne de vaccination. Cela pour permettre à nos experts, à nos scientifiques, à nos médecins de suivre l'évolution de des études qui sont menées pour essayer de savoir à quoi est dû ces incidents qui ont pu pousser d'autres pays à suspendre l'administration de ces vaccins. Le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 se veut rigoureux. Ainsi ont été les garanties fournies au gouvernement sortant Sylvestre Ilukamba. En même temps, parmi les lots qui nous sont parvenus, nos laboratoires analysent aussi pour voir la conformité de ces vaccins qui nous ont été fournis. Elle a été annoncée au début de ce journal, Madame Francine Simbi Bancé. Elle est architecte au niveau de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, dans la direction des études et développement, section génie urbain et architecture. Nous allons devoir parler un tout petit peu de la CGT, surtout des infrastructures au niveau de la ville et peut-être aussi à travers de la République. Encore une fois, Madame Francine, bonsoir. Bonsoir. Au niveau du pont Djili, le pont vient de s'écrouler et dire que ce pont a été réhabilité il y a moins de 10 ans. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes du domaine. Est-ce qu'il y a eu un problème d'entretien ou un autre problème? Oui, par rapport au pont qui s'est effondré à la rivière Djili, il y a un problème. Au fait, quand on érige un bâtiment ou une infrastructure, il faut l'entretenir. Alors, s'il n'est pas entretenu, le bâtiment ou l'ouvrage ne fera pas long feu, il ne fera pas le temps indiqué. Alors, le pont Djili a un problème d'entretien parce qu'il y avait du sable qui s'est entassé sur le passage de l'eau. Il y a du sable qui s'est entassé sur le passage de l'eau et ainsi, il bloque le passage de l'eau. Or, l'eau, quand on ne fraye pas un chemin pour lui, il fraye son chemin lui-même et en passant, il détruit tout ce qu'il trouve sur son passage. Alors, c'est ce qui a causé l'effondrement de ce pont qui, malheureusement, a été réhabilité il y a quelques années. Mais le problème du sable qui bloque le passage de l'eau a été déjà soulevé il y a quelques années.
malheureusement, le cri d'alarme n'a pas attiré l'attention des décideurs. Et voilà qu'aujourd'hui... le cri d'alarme n'a pas attiré l'attention des décideurs. On imagine qu'il y a un problème de moyens. C'est-à-dire, la main-d'œuvre est là, la qualification aussi. Mais quand on dit le cri d'alarme, c'est qu'il y a eu un problème de moyens pour permettre à l'institution, la CGT ou autre, ou peut-être les architectes de faire leur travail. C'est un peu ça la logique, au fait. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a les moyens, il y a l'organisation de la chose, de la réalisation de l'ouvrage. Et voilà quoi. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et la durée de vie d'un pont, on peut estimer à peu près, approximativement, même si ce n'est pas bien spécifique, la durée de vie peut nager à peu près. Un pont peut faire en tout cas plusieurs années, même peut-être même 50 ans, mais s'il est bien entretenu. S'il est bien entretenu. Mais le pont de Ndjili, bien qu'il a été effondré d'un côté, malgré que l'eau a emporté une partie du pont, il y a quand même la structure qui est restée. La structure n'a pas été entamée. Mais ça pose déjà problème. Le fait que le pont soit à moitié. C'est un pont qui était en entier, au fait. Oui, c'est une partie qui est partie, mais la structure du pont lui-même, il n'a pas été entamé par l'eau. Ah, okay. Il est encore intact. Mais si on peut comparer ce pont avec le pont de Lunda Bulu qui a été construit bien avant l'époque de Mobutu et qui résiste dans la durée, on peut dire que le travail était un peu bâclé au niveau de Ndjili. Je ne préfère pas dire que le travail est bâclé parce que les contextes sont différents. Les problèmes qu'il y a au pont de Ndjili ne sont pas les mêmes qu'il y a au pont de Lunda Bulu. Alors je ne peux pas dire que au pont de Ndjili il a été bâclé alors qu'au pont de Lunda Bulu il a été bien fait. Le problème au pont de Ndjili, c'est un problème du sable qui s'est entassé et qui empêche l'eau de passer, de circuler librement. La réunion du comité de conjoncture économique de cette semaine s'est penchée résolument sur les dernières précisions de l'OCDE, Organisation de la croissance et développement économique. Ces structures visent une croissance mondiale de plus ou moins 5,6% pour l'année 2021. Le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique a été un des points clés débattus par cette séance de travail autour du Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilukamba. Les détails avec Jean-Baudouin Mayomambeke, ministre du Budget. La croissance peut se situer à 5,6% pour l'année 2021, ce qui est quand même encourageant, mais ce n'est pas donné, il faut travailler, il faut produire, et que notre pays peut aussi améliorer le taux de croissance en travaillant. On a noté aussi la baisse de quelques produits miniers d'exportation, notamment le cuivre, et l'augmentation du prix de l'étain. Au plan national, on peut noter la stabilité du cadre macroéconomique dans son ensemble grâce au respect des mesures contenues dans le pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il y a pour la période sous revue, disons du 6 au 16 mars 2021, stabilité des cours de change. Le franc congolais s'est maintenu par rapport au dollar américain, tant à l'officiel que sur le marché parallèle, où il y a même une légère appréciation. C'est encourageant, ceci veut dire que les mesures de rigueur contenues dans les pactes de stabilité doivent être observées. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé en début d'après-midi les travaux de réhabilitation. Le projet de cette réhabilitation couvre une importante distance de 13 214 km de la voirie secondaire dans le but d'améliorer la circulation dans les artères principales durant les heures de pointe. Le projet à l'entreprise Construction
moderne pour une durée de 24 mois. Le coût des travaux n'a pas été divulgué. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je reviens à vous, Madame Francine Nsimbi Banzé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de réfléchir ou vous avez déjà réfléchi? Je parle de la CGT, l'institution, et puis aussi vous en tant qu'architecte, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut doter une nouvelle ville pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Dans nos bureaux à l'Agence congolaise des grands travaux, il y a déjà des études et des réflexions qui se font autour de ce thème-là, de ce sujet, qu'il fallait faire une nouvelle ville pour les habitants de la ville du Congo, parce que la ville de Kinshasa a été... tout est convergé dans un seul point. Alors il fallait élargir la ville, créer une nouvelle ville pour un peu décongestionner la ville de Kinshasa. Il y a des études qui sont déjà faites et il y a des réflexions aussi qui sont faites autour de ça dans nos bureaux. Je rappelle que vous êtes architecte à l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, dans la direction des études et développement, section génie urbain et architecture. Mis à part les infrastructures, mais aussi un sérieux problème de logements sociaux. Parce que j'imagine que vous réfléchissez, vous pensez à l'avenir, parce que Kinshasa, actuellement, c'est dans les 12 millions d'habitants, et puis à l'intérieur de la République aussi, où les gens veulent aussi se loger. Est-ce que vous pensez aussi à échanger avec les autorités pour la construction des logements sociaux? Oui, la ville de Kinshasa a évolué, la population a évolué, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Et ça pose problème. De ce fait, sur ce dossier-là, on est en train de réfléchir. Il y a des actions qui ont déjà commencé à être menées par rapport à tout ça. Les autorités, les personnes habilitées à le faire sont déjà en train de faire les négociations. Le dossier est sur la table. Donc il y a déjà un lobbying sur ça. Il y a déjà un lobbying sur ça. Le dossier est sur la table, on y réfléchit et voir comment doter d'une nouvelle ville à la population congolaise. La destruction partielle du pont Djili lors de la pluie diluvienne de mardi dernier relance le débat sur le sérieux des infrastructures dirigées en RDC. L'alerte est donnée pour que le bureau technique de contrôle BTC se réveille et procède à une rigoureuse rélecture des ouvrages confiés aux soumissionnaires. La question de la durée de vie de ces infrastructures se poserait avec acuité. Selon certains architectes experts de la question, le pont Djili, après sa rénovation sous Joseph Kabila, n'a pas encore 10 ans. Commentaire de Constance Bahalabou sur les images de Véambata. Une forte pluie s'est abattue tôt ce mardi 16 mars courant à Kinshasa et a laissé un bilan lourd, principalement l'écroulement d'une partie du pont Djili sur le boulevard Lumumba, bande qui mène à l'aéroport international de Djili. La conséquence qui en découle vers 16h et 17h, l'embouteillage débite à la montée de ce pont et bloque la circulation. Quand les crues d'eau que nous connaissons, c'est ce qui emporte beaucoup de terres, beaucoup d'édifices qui sont le long de la rivière. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps, ce problème a déjà été posé sur ce pont-là. Mais nous avons tardé à réagir. Les édifices ne posent pas de problème, ne sont pas en danger de par leur réalisation. Et c'est plutôt nous qui ne savons pas trop bien entretenir. Ceci relance les débats sur la qualité d'ouvrage exécuté et livré au gouvernement congolais par les entreprises recrutées à cette fin. Ainsi, le BTC, Bureau technique de contrôle, est interpellé sur les sérieux des soumissionnaires recrutés. À Kinsenso, un mur s'est écroulé sur 4 enfants et décédés sur place, laissant leur mère fracturée. Dans la commune de Kinshasa, le malade inondé depuis la salle d'hospitalisation à Mamayemo. La population de Tchangou implore l'intervention rapide de l'autorité compétente afin de veiller à nommer un nouveau ministre capable de doter les Kinois ou Congolais des infrastructures routières dignes de ce nom. L'usage des langues nationales d'enseignement en RDC est apprécié
et encouragé par une large opinion, aussi bien à Kinshasa que dans certains coins du territoire national. L'initiative d'insertion des langues nationales dans le programme national de l'enseignement congolais est suffisamment soutenue. Elle permettrait l'amélioration de la qualité de l'enseignant et une assimilation aisée des leçons par les élèves. Sylvinda Saboué et Chomingue Kassiama pour les détails. L'introduction des 4 langues nationales d'enseignement à la place de la langue française, les 4 premières années du primaire dans des écoles en République démocratique du Congo. Ce sujet, quelque part interrogé, soutiennent cette réforme et soulignent que cette méthode va permettre aux enfants congolais d'améliorer les résultats d'apprentissage. C'est une bonne chose. D'ailleurs, nous sommes revenus sur les vieilles habitudes. Nos aînés apprenaient les lingala à l'école primaire. C'est une bonne chose qu'on puisse revenir à cela. Parce que l'enfant on doit apprendre à l'enfant à réfléchir, à raisonner dans sa langue maternelle. Pour les enseignants, apprendre avec des manuels rédigés en langue nationale va améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo et aussi les enfants apprennent mieux dans leur langue maternelle. La langue locale est mieux de faciliter l'enfant de comprendre ce que l'enseignant enseigne. L'enseignant peut enseigner en français et le traduire en la langue lingala, la langue locale. Parce que la langue locale permettra à l'enfant de comprendre facilement ce que l'enseignant enseigne. Le gouvernement congolais a élaboré cette politique d'utilisation de langue nationale pour les classes de niveau 1 à 4. Une des langues maternelles sera la langue d'enseignement dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Je reviens à vous, Madame Francine Simbi-Mbazé. Je rappelle que vous êtes architecte à l'Agence congolaise des grands travaux ACGT dans la direction des études et développement, section génie urbain et architecture. Vous êtes l'invité du grand journal de Canal King Télévision de ce soir. La CGT, comment on peut l'évaluer? Les grandes réactions que vous avez déjà faites au niveau de Kinshasa et à travers la République. Quelques exemples, en fait. L'Agence congolaise des grands travaux, la CGT, a réalisé plusieurs ouvrages dans la ville de Kinshasa et dans tout le pays. Pour ne citer que quelques-uns, il y a le boulevard Triomphal qui a été réhabilité par l'Agence congolaise des grands travaux. L'hôpital du cinquantenaire a été fait par l'Agence congolaise des grands travaux. Il y a l'agrandissement du boulevard du 30 juin qui a été fait par l'Agence. Vous avez été associé aussi? Pour la CGT a fait la mission de contrôle, mais moi je n'étais pas sur terrain. Non, je ne parle pas de vous, la personne, je parle de la structure. La CGT. Oui, la CGT, oui. La CGT a été associée à ces travaux-là. Et le boulevard Lumumba aussi. Mais à l'intérieur du pays, la CGT a fait aussi des stades, notamment à Bunia, à Kalemi. Voilà. L'usage abusif du smartphone et de la tablette est devenu une véritable addiction au Royaume-Uni. Des études sont lancées en vue de reculer cette propension à mettre les enfants sous cette dépendance. Les familles sont de plus en plus inquiètes. Suivez cet élément dans nos confrères de France 2. Là, nous sommes en France. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur
pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger. Mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. » Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leur toilette, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner, pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette, et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage, qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, de nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures loin du monde technologique. Dans ce centre, il n'y a qu'un seul téléphone du siècle dernier. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Madame Francine Simbi-Bansé, architecte à l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, dans la direction des études et développement section génie urbain et architecture. Juste une petite question de curiosité. Vous êtes dans un métier pratiquement des hommes, entre guillemets. Comment vous vous sentez? Et surtout, nous sommes au mois de la femme. Oui, c'est vrai que ce métier est dit entre guillemets un métier d'homme, mais moi je ne sens pas que c'est un métier d'homme parce que le cerveau n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de sexe. Autant un homme peut faire ce métier, une femme peut le faire. Et il y a beaucoup de jeunes filles, j'imagine, qui vous ont regardé au niveau, à travers la République ici à Kinshasa. Vous avez un message à lancer au mois de mars? Oui, j'invite toutes les femmes en général, et particulièrement les femmes architectes, à se prendre en charge, à prendre conscience de la valeur qu'ils ont. De se prendre en charge et de comprendre la valeur qu'ils ont. La femme, c'est quelqu'un qui fait tout avec son cœur. Donc, ça veut dire que quand la femme accepte de faire quelque chose, elle le fait bien. Il suffit de se connaître, de prendre conscience de sa valeur. Merci beaucoup, Madame Francine Simbi-Bansé. Merci d'être venue. Merci. Communiqué nécrologique, avant de boucler ce journal, en accord avec la famille du coordonnateur de Ngongue Betty, récemment décédé, la direction de Kanankin informe à l'ensemble du public que le programme des obsèques de Félix Ziola se présente comme suite. Samedi 20 mars 2021, à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo. En début d'après-midi du même samedi 20 mars 2021, inhumation au cimetière Terminalia, quartier Joli Parc, commune de Mangafola. Ce communiqué tient lieu de faire part. Donc le corps sort le samedi 20 mars à 9h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Mamaemo. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanankin Télévision, la télé-vérité. Et si vous voulez suivre ce journal, nous sommes aussi sur YouTube, Kanankin Télévision. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.
que j'ignore encore. Communiqué nécrologique. Le président du caucus MLC Bikoro, l'honorable Edi Yeli Moulangi, et la famille Toubi Mwanza, cadre du MLC, frère Claude Mola Mwanza, pasteur Julien Ezaïn Kanga Mwanza et Mami Bouta Mwanza, informent les amis et connaissances et les ressortissants du territoire de Bikoro, précisément ceux du village d'Iyembe Moke, Iyembe Monene, Mokili, Mpangi, Ikoko, Bouembete, Nyange, Bokengia et Ibonzi, du décès de leur mère, tante, sœur, Lobeye Juliette, pour ses intimes, maman Julie. Le deuil se tient sur l'avenue Kouta, numéro 73, quartier 3, commune de Massy. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Samedi 20 mars 2021, levée du corps de la morgue de l'hôpital général d'Ondjili, quartier 7, à 10h, suivi de l'inhumation au cimetière de Kinkole. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Communiqué nécrologique. Suite au décès du pasteur Charles Simakengo, survenu le 8 mars 2021 à Paris, le comité organisateur des obsèques publie le programme ci-après. Jeudi 18 mars 2021, 18h, arrivée du corps de l'aéroport d'Ondjili pour la morgue du cinquantenaire. Samedi 20 mars 2021, 9h, sortie du corps de la morgue du cinquantenaire, suivi de l'exposition à l'espace Kagé, 16e rue industrielle, commune de Limité. 12h, levée du corps de la 16e rue pour le cimetière de la nécropole entre ciel et terre. Notez bien, après inhumation, un mot de remerciement sera dit au lieu de l'exposition à l'espace Kagé. Les églises du réveil, parents et connaissances se sont conviés à observer une pensée pieuse et y faire part pour le comité organisateur. Je dois partir pour ne plus revenir.